Tragique accident ou meurtre prémédité? Maintenant, voyons les altitudes. 55 ans après un crash mystérieux, une nouvelle enquête est ouverte. C'était un événement international. Préparez-vous! Impact! L'accident a coûté la vie au secrétaire général des Nations Unies. C'était une catastrophe. C'était un défenseur de la paix dans le monde. Comment une mission secrète de négociation a-t-elle tourné au drame? C'est difficile à comprendre. Selon certains, il est impossible que Dag Hammarskjöld ait été tué dans un banal accident d'avion. Il y avait forcément autre chose. Le sujet reste controversé. Dag Hammarskjöld a été assassiné. Mais la vérité semble enfin à portée de main. En tant qu'enquêteur, je n'écarte aucune possibilité. Sven Hammarberg, un enquêteur aéronautique suédois, se trouve plongé dans un monde d'intrigues remontant à l'époque de la guerre froide. Une commission spéciale de l'ONU l'a chargé de découvrir la vérité sur un crash datant de 1961. S'agissait-il d'un accident ou d'un assassinat? La commission savait que j'avais de l'expérience dans le domaine des vieux accidents d'avion. Donc on m'a appelé. 55 ans après le crash, la polémique reste vivace et les enquêteurs ont le poids de l'histoire sur leurs épaules. Un grand nombre d'éléments n'avaient jamais été examinés correctement. Il n'était pas certain que la vérité éclate, mais une nouvelle enquête approfondie était nécessaire. Sven Hammarberg étudie soigneusement le déroulement des événements. Un avion de transport de l'ONU, un DC-6 baptisé Albertina, remplit une mission cruciale en Afrique centrale. Ndola, passage par le travers à 23h47, arrivée prévue à 0h20. L'appareil a pour destination Ndola en Rhodésie du Nord, une colonie britannique. Bien reçu. Météo à Ndola, vent 120 à 7 nœuds, visibilité de 5 à 10 miles avec une légère brume. Les contrôleurs et les officiels locaux attendent anxieusement l'arrivée d'une des plus importantes personnalités sur la scène mondiale. Réglé altimètre sur 30.15. Bien reçu. Demande clearance pour descendre à 5700. Bien reçu. Clearance pour descendre à 6000 pieds. Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies, est à bord de l'appareil. Au moins, ils ont accepté de discuter. Quelles sont leurs dernières exigences? La délégation de l'ONU arrive du Congo pour négocier avec le président du Katanga sécessionniste. Dag Hammarskjöld, et probablement aussi les membres de sa délégation, savaient que c'était une mission difficile. C'était un secrétaire général qui considérait le risque physique comme une partie intégrante de son travail. Ok. Descente à 6000 pieds. Trafic nul devant. Bien, commandant. Le commandant de bord est Per Alonquist, 35 ans. La visibilité devrait être bonne. Son copilote est Lars Litton, 29 ans. Prendre les commandes d'un avion de transport au Congo dans les années 60, à l'époque de la décolonisation, c'était un vrai défi pour un pilote. Ancien pilote et enquêteur accident, Robert McIntosh a effectué des missions de transport pour l'ONU tout au long des années 60. Au Congo, j'ai dû avoir de la chance, parce qu'il y avait des mercenaires. Mais je n'ai jamais trouvé d'impact de balles dans mes appareils. 7000. Bien. 2000 tours par minute et 20 pouces. Altitude minimale de descente? 5000 pieds. Mais on verra la piste bien avant.
Le DC-6 a quitté Léopoldville, la capitale du Congo, il y a un peu plus de 6 heures. Pour des raisons de sécurité, il a suivi un itinéraire détourné jusqu'à Ndola. L'itinéraire avait été aménagé pour éviter toute mauvaise surprise. Premièrement, il faut prolonger le cessez-le-feu. Et surtout éviter d'être considéré comme l'ennemi. Pour éviter une embuscade, aucun plan de vol n'a été déposé. Et les pilotes ont maintenu un silence radio presque total depuis le décollage. La mission est un secret bien gardé. Continuez-vous jusqu'à Salisbury? Négatif. Même à quelques minutes de l'arrivée, l'équipage prend soin d'en dire le moins possible. Vous restez à Ndola? Les communications sont peut-être surveillées. Négatif. Nous avons besoin de savoir pour le stationnement. Nous vous le dirons au sol. Bien reçu. La sécurité de l'aéroport et de l'environnement de vol n'était pas toujours acquise. Il pouvait arriver que des forces hostiles ouvrent le feu sur un appareil en approche finale. Checklist de prédescente. Phare anti-collision. On. Température culasse. OK. Vitesse 180 nœuds. Demande au pilote quand on va atterrir. Le secrétaire général et sa délégation doivent se poser dans 10 minutes environ. Piste en vue. Arrivons au-dessus de Ndola. En descente. Contactez-nous à 6000 pieds. Bien reçu. Ils seront là dans 10 minutes environ. En raison de la trajectoire de vol inhabituelle, l'appareil doit dépasser l'aéroport, puis faire demi-tour pour se poser sur l'unique piste. Ndola, c'était un aéroport de campagne, comme on dit, avec une petite tour de contrôle et des collines autour. Et de nuit, la phase d'approche était extrêmement difficile. 180 nœuds. La vitesse est bonne, merci. Il faut faire extrêmement attention aux dangers environnants quand l'aéroport est aussi petit. Le pilote entame le dernier grand virage à gauche qui lui permettra de s'aligner sur la piste. La mission de Ndola est sur le point de commencer. Et l'avenir de la région est dans la balance. The United Nations Security Council meeting again to deal with the difficult and dangerous Congo situation. It was resolved to call upon Belgium to withdraw her troops from Au début des années 60, le Congo était l'un des enjeux principaux de la guerre froide, de la plus haute importance sur le plan stratégique. Le Congo a récemment gagné son indépendance de la Belgique. Mais depuis, le Katanga, la province du Sud, a fait sécession du nouvel État. Et une sanglante guerre civile a éclaté. Or, la mine d'uranium la plus riche du monde se trouve au Katanga. Et de grandes puissances, notamment les États-Unis et l'URSS, soutiennent des factions rivales. Le risque d'une déflagration mondiale est bien réel. Il ne faut pas oublier que les bombes nucléaires lancées sur Hiroshima et Nagasaki contenaient de l'uranium provenant du Katanga. Dag Hammarskjöld espère mettre un terme à la guerre civile et aider à la réunification du Congo. Mais à Ndola, les contrôleurs de l'aéroport commencent à s'inquiéter. Albertina Ndola Tour, répondez. L'avion du secrétaire général est en retard. Où est passé l'appareil? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu? Albertina Ndola Tour, répondez. Où est-il? Pourquoi n'ai-je pas de réponse? Voilà les questions que le contrôleur devait se poser à ce moment-là. Le contrôleur appelle d'autres aéroports dans la région. Salisbury, ici Ndola. Vous avez des nouvelles de l'Albertina?
Rien du tout. En raison du caractère secret de la mission, l'appareil a peut-être changé de destination à la dernière minute. Lusaka, ici Ndola, l'appareil de l'ONU vous a contacté? Négatif. Pas de contact. L'appareil a mystérieusement disparu, avec à son bord l'une des plus importantes personnalités mondiales. Une énigme qui va planer sur le Congo et bien au-delà durant des décennies. À l'aube, la nouvelle de la disparition de l'appareil se répand rapidement. À partir du moment où on a été informé, on ne pouvait pas se contenter de rester se tourner les pouces à Ndola. Clyde Sanger couvrait la mission de Dag Hammarskjöld pour le quotidien britannique The Guardian. Un certain nombre de journalistes sont montés dans un avion qui a survolé la zone. Et nous avons repéré le site du crash. Sur le flanc d'une colline, à 14 km de l'aéroport, on peut voir une trouée dans les arbres. C'était assez large. L'avion avait abattu beaucoup d'arbres. Donc il y avait une sorte de clairière où il ne restait que des souches. Dès lors, l'issue du vol ne fait plus de doute. L'appareil s'est écrasé au sol. Et un violent incendie a suivi l'impact. Lorsque les autorités arrivent sur place, des corps sont retrouvés parmi les débris calcinés. Des policiers rhodésiens nous empêchaient d'approcher. Donc, nous n'avons vu l'épave que de loin. Nous pouvions voir un morceau assez gros du fuselage. Et on nous a informé par la suite que Dag Hammarskjöld était mort. For over 8 years, Dag Hammarskjöld spoke for and personified the United Nations organization. An economist from Sweden, he took over from Secretary General. Le secrétaire général était très connu. C'était un défenseur de la paix dans le monde. Donc c'était un événement international. I know that I'm speaking for all of my fellow Americans, expressing our deep sense of shock and loss in the untimely death of the Secretary General of the United Nations, Mr. Dag Hammarskjöld. Avec la disparition de Dag Hammarskjöld et sa délégation, les espoirs de paix au Congo s'amenuisent. Les grandes puissances n'ont guère d'intérêt à poursuivre la mission du secrétaire général. L'objectif de sa mission était de réunifier le Congo avec la province du Katanga. Or, c'était contraire aux intérêts de beaucoup de gens. Il est très clair, selon moi, que la disparition de Dag Hammarskjöld arrangeait les affaires de nombreux groupes d'intérêt. Compte tenu du contexte de l'accident, en pleine guerre froide, beaucoup pensent que l'appareil a pu être abattu. Est-ce que certaines personnes souhaitaient la mort de Dag Hammarskjöld? La liste est longue. C'est alors qu'une source étonnante va permettre d'en savoir un peu plus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, un passager est encore en vie. Harold Julian, 36 ans, se débat entre la vie et la mort. L'agent de sécurité de l'ONU a survécu à l'impact, puis au violent incendie. L'unique survivant du crash est dans un état critique. Mais s'il se rétablit suffisamment, son témoignage pourrait se révéler crucial. Tandis que Harold Julian est soigné à l'hôpital, les enquêteurs rhodésiens commencent à examiner les débris. La tâche est immense. Environ 80% du fuselage a complètement fondu. Tous les enquêteurs aéronautiques recherchent les mêmes éléments. Il faut déterminer si l'appareil est là en entier, est-ce qu'il manque quelque chose. On recherche la queue, les bouts d'ailes, les groupes moteurs, etc. Ce sont les éléments de base pour l'enquête. Ok les gars. Doucement et méthodiquement. Parmi les débris calcinés se trouvent également des effets personnels.
les restes poignants de vies fauchées par le crash. Mais ces objets fournissent aussi des indices aux enquêteurs. Des montres brisées par l'impact indiquent ainsi l'heure exacte du crash. Minuit 13. L'appareil de l'ONU s'est écrasé au sol 3 minutes après la dernière transmission radio. C'est pendant ces 3 minutes. Est-ce que l'on a des témoins? Dans quelle direction volait l'appareil? Est-ce que l'on a une idée de ce qui a pu se passer? Y a-t-il une possibilité d'intervention extérieure? Quelqu'un a-t-il essayé d'abattre l'appareil à partir du sol ou dans les airs? Piste en vue, arrivons au-dessus de Ndola, en descente. Ni enregistreur de données de vol, ni enregistreur de conversation ne pourront apporter de réponse. Le DC-6 n'était équipé d'aucune boîte noire. Le seul survivant, gravement blessé, représente l'unique chance pour les enquêteurs d'obtenir un témoignage direct. Dagadi. Faites demi-tour. Harold Julian ne parvient à prononcer que quelques mots. Il y a eu une explosion. Mais son témoignage est stupéfiant. L'appareil aurait explosé avant de s'écraser au sol. Il faut faire demi-tour! Et puis on s'est écrasé. Il était dans un état grave. Et il avait reçu des médicaments. Un traitement lourd. Donc, c'était difficile d'évaluer la fiabilité de son témoignage. Les enquêteurs espèrent que Harold Julian pourra fournir plus de détails une fois rétabli. Mais il meurt 5 jours après l'accident. Est-ce qu'il y a vraiment eu une explosion? Un missile ou une bombe ont-ils fait exploser l'appareil en plein vol? Les rebelles séparatistes disposent effectivement d'un chasseur à réaction capable d'abattre un DC-6. Un Fouga Magister, avion de fabrication française, a déjà attaqué des appareils dans la région. Le Fouga attendait peut-être le DC-6. C'est une possibilité. Les enquêteurs étudient le manuel d'utilisation du chasseur et constatent que son rayon d'action de combat est de 419 km. C'est une information cruciale, car la base aérienne la plus proche se trouve à presque 425 km de Ndola. C'est impossible qu'un chasseur décolle de cette base, vienne abattre un appareil ici, et ensuite rentre à la base. Un chasseur Fouga qui parvient à trouver le DC-6 en pleine nuit, à l'abattre et à rentrer à sa base, c'est un scénario qui ne paraît pas cohérent, compte tenu des conditions de vol ce jour-là. Les enquêteurs examinent méthodiquement le fuselage de l'appareil à la recherche de traces d'impact de balles ou bien de missiles. Ils ne trouvent rien. Les enquêteurs vont alors plus loin, en recherchant la présence d'explosifs dans les cendres prélevées sur le site du crash. Ils ont essayé de fractionner les parties métalliques en petits morceaux et de rechercher des explosifs. Mais cette méthode n'a rien donné. Ils n'ont rien trouvé. De plus, certains éléments clés semblent bien indiquer que l'équipage se préparait à effectuer un atterrissage de routine. Train sorti, volet déployé. Ils allaient atterrir. Volet à 30. Volet à 30. Le train d'atterrissage était sorti, les volets déployés. Vitesse 120 nœuds.
S'ils avaient été attaqués, ils auraient tenté de fuir. Donc, les éléments d'enquête n'indiquaient pas que l'appareil avait été abattu, ni par des tirs au sol, ni par une attaque aérienne. Malgré les rumeurs, les enquêteurs rhodésiens ne trouvent aucun indice permettant de conclure à autre chose qu'un accident. Le crash qui a coûté la vie à 16 personnes en mission secrète pour l'ONU demeure une énigme. Préparez-vous! Préparez-vous! Impact! Onze jours après l'accident, des dignitaires du monde entier assistent aux obsèques nationales de Dag Hammarskjöld à Uppsala, sa ville d'origine. Sur la couronne déposée par sa famille, un seul mot est écrit. Pourquoi? C'était terrible. Dag Hammarskjöld était un homme d'une grande intégrité. Il croyait en la justice. Il croyait en l'égalité. Il croyait en la solidarité. Le cahier de maintenance du DC-6 révèle alors un indice troublant. Impact de balle dans le moteur 2. C'est pas banal, ça. L'appareil avait essuyé des coups de feu quelques heures seulement avant le décollage. Il y avait des groupes au sol qui ouvraient le feu sur les appareils pour tenter de semer le trouble. Après la réparation du moteur, l'appareil avait été jugé en état de voler. Cette découverte mène les enquêteurs sur une nouvelle piste. Alors, est-ce que le moteur avait subi des dégâts graves? On a perdu le moteur 2. Puissance maximum sur le 1. Bien, commandant. Le moteur endommagé est-il tombé en panne à un moment critique, causant ainsi une brutale perte d'altitude? L'examen des pales des hélices devrait permettre de confirmer ou non cette théorie. Il faut vérifier l'état de toutes les pales pour voir si elles se sont pliées lorsque l'appareil a pénétré dans la forêt. Ils devaient tourner très vite pour couper autant d'arbres. L'état des pales ne laisse aucun doute aux enquêteurs. Les hélices tournaient normalement au moment du crash. Les dégâts subis par les hélices étaient symétriques, ce qui indiquait que les moteurs fonctionnaient tout à fait normalement lorsque l'appareil s'est écrasé. Oh. Ce n'était pas une panne moteur. Encore une fois, la piste mène à une impasse. D'après la carte de navigation, ils auraient dû être à 6000 pieds ici. Les enquêteurs étudient ensuite la carte de navigation de Ndola. Le sommet de la colline est à 4300 pieds. Ils calculent l'altitude à laquelle l'appareil aurait dû voler au moment du crash. Plus 70 pieds pour les arbres. L'appareil aurait donc dû voler à 1700 pieds, plus de 500 mètres, au-dessus des arbres. Sur le site du crash, la trouée dans les arbres montre que l'appareil a parcouru plus de 200 mètres au sol avant de s'immobiliser. Cette distance signifie que le DC-6 a heurté les arbres avec un angle réduit pendant une descente progressive. L'appareil s'est écrasé dans la forêt avec un angle d'approche faible, exactement comme avant un atterrissage. Ok, cherchez les lumières de la piste. Bien. Les enquêteurs se demandent à quel moment la situation a basculé. Pourquoi l'appareil est-il descendu trop bas? La transcription dit « Piste en vue, arrivons au-dessus de Ndola. En descente, Roger. Et contactez-nous à 6000 pieds. » Les communications radio indiquent clairement que moins de 10 minutes avant le crash, l'équipage avait la piste d'atterrissage en vue, avec une altitude adaptée. Piste en vue. Arrivons au-dessus de Ndola.
Donc, on sait qu'ils sont juste là quand ils voient l'aéroport, à 6000 pieds environ. Cependant, un unique mot prononcé par le pilote fournit un autre indice, plus surprenant. En descente. L'appareil avait déjà entamé sa descente lorsqu'il a survolé l'aéroport. Un indice crucial. Il continue à perdre de l'altitude, ici, et il continue de descendre, jusqu'à l'impact, ici, à une altitude de 4290 pieds. Pour une raison inconnue, l'équipage a commencé la descente bien trop tôt. Descendre volontairement à moins de 5000 pieds durant cette phase de l'approche, c'était incompréhensible. Les enquêteurs ne s'expliquent pas comment les pilotes ont pu se tromper à ce point sur l'altitude. Ils ont été distraits. Par quoi? Une erreur d'altimètre serait une explication possible. Ndola, passage par le travers à 23h47, arrivée prévue à 0h20. 30 minutes avant l'heure d'arrivée prévue, le commandant entre en contact avec la tour de contrôle. Bien reçu. Le contrôleur lui donne une information importante. Réglage altimètre 230.15. Bien reçu. Les pilotes doivent régler les altimètres pour chaque aéroport afin de prendre en compte leur altitude au-dessus du niveau de la mer. Les relevés de pression barométrique autour de l'aéroport ont été fournis par le contrôleur. Et il fallait faire la conversion de millibars en pouces de mercure avant d'entrer ces chiffres dans la petite fenêtre de réglage des altimètres. Les enquêteurs examinent les instruments afin de vérifier si les pilotes ont pu faire une erreur lors du calage de l'altimètre. Les appareils fournissent une réponse claire à ces interrogations. Les enquêteurs ont examiné les 3 altimètres et ils ont constaté qu'ils fonctionnaient au moment du crash et qu'ils étaient correctement réglés. La piste des altimètres est abandonnée. L'enquête est à nouveau dans l'impasse. Et maintenant? Tandis que les enquêteurs continuent de chercher de nouvelles pistes, les médecins légistes font une découverte stupéfiante. Certains passagers ont subi des blessures par balle. Trouver des corps avec des blessures par balle au milieu des débris, c'est une piste intéressante, bien entendu. Le crash ne serait donc pas un simple accident, malgré tout. La découverte des médecins légistes ayant relancé la piste d'une attaque, les enquêteurs passent au tamis de la terre prélevée autour du site du crash. Ils trouvent alors des indices supplémentaires, des douilles et 342 balles prélevées sur les corps des victimes ou découvertes à proximité. Des coups de feu ont-ils été tirés à bord ou l'appareil a-t-il été attaqué? Les enquêteurs ont besoin d'une réponse et des experts en balistique sont consultés. Les armes à feu modernes ont un canon rayé qui fait tourner les balles sur elles-mêmes. Et les rayures du canon laissent des marques caractéristiques sur le projectile. Or, le rapport de balistique réserve une autre surprise aux enquêteurs. Aucune des balles ne présente de rayures. Elles n'ont donc pas été tirées par une arme. On les a toutes testées? Les personnes blessées par balle sont celles qui transportaient des munitions. C'étaient des agents de sécurité. Donc ils avaient des armes et des balles sur eux. L'enquête a montré que la cause la plus probable de ces blessures, c'est que les balles ont explosé, pour une raison ou une autre. Et elles ont pénétré dans les corps des victimes. Selon les enquêteurs rhodésiens, les balles auraient explosé en raison de la chaleur des flammes après le crash. Puis elles auraient frappé des corps se trouvant à proximité. En l'absence de preuves de sabotage, d'attaque ou encore de panne mécanique, la thèse d'une erreur de pilotage semble de plus en plus crédible. Ils étaient expérimentés.
C'est difficile à comprendre. Les pilotes auraient-ils été distraits par quelque chose dans les derniers instants avant le crash? Un indice découvert dès le premier jour d'enquête vient appuyer cette thèse. Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont constaté qu'un garde du corps de l'ONU semblait se trouver dans le cockpit. Ici, c'est la zone du cockpit. Et le corps de l'agent de sécurité a été retrouvé ici. Demande au pilote quand on va atterrir. Une visite dans le cockpit représente une dangereuse source de distraction pour les pilotes. Surtout à proximité du sol. On va se poser dans 3 minutes, on a un peu d'avance. Volet à 30. Volet à 30. Il faut être attentif aux petites variations des instruments. Vous pouvez commencer à vous préparer. Il faut être extrêmement attentif à tous les petits détails, et en particulier à l'altitude. Je vais m'arrêter devant le terminal pour faire descendre le secrétaire général. La marge d'erreur est minime, et tout se joue en quelques secondes avant l'impact. Préparez-vous! Impact! Pour les enquêteurs rhodésiens, les éléments de preuve ne laissent pas de doute. La cause du crash serait simplement une mauvaise appréciation de l'altitude de la part des pilotes. Il n'y a pas eu de sabotage, de missiles, ni d'assassinat. Ils ont étudié la piste du sabotage et d'une attaque. Mais ils ont conclu que la cause la plus probable de l'accident était une erreur de pilotage. Cependant, la conclusion de l'enquête officielle ne convainc pas ceux qui croient à l'assassinat. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies meurt dans un accident d'avion, c'est un événement important, très important. Selon certains, il était impossible que Dag Hammarskjöld ait été tué dans un banal accident d'avion. Il y avait forcément autre chose. 3 rapports successifs parviennent pourtant à la même conclusion. Il n'y a aucune preuve que Dag Hammarskjöld ait été assassiné. Le dossier est fermé. Puis en 2011, exactement 50 ans après le crash, de nouveaux éléments apparaissent tout à coup. Suzanne Williams publie un livre sur l'affaire contenant des déclarations stupéfiantes de Charles Southall, un ancien agent des renseignements américains. La nuit du crash, celui-ci travaillait dans une station d'écoute de la NSA à Chypre. Je vois l'avion de transport qui arrive. Il dit avoir entendu un enregistrement crucial. Je passe à l'attaque. Cette voix serait celle d'un pilote s'apprêtant à attaquer l'avion de l'ONU. C'est le DC-6 de Transair. Il est possible qu'une station d'écoute ait enregistré ses communications radio et les ait fournies à la NSA. Je l'ai touché. Ils vont s'écraser. Ce troublant témoignage vient-il apporter la preuve manquante? Le secrétaire général des Nations Unies a-t-il réellement été assassiné de sang-froid? Charles Southall fournit une autre information importante au sujet de la mystérieuse communication interceptée. Je passe à l'attaque. Selon lui, la voix de l'enregistrement aurait été identifiée par les services américains comme appartenant à un pilote belge bien connu. Un mercenaire qui pilotait des chasseurs Fouga Magister pour le compte des forces armées katangaises. Le jour où l'appareil a été abattu, j'étais en service de nuit. Paul Abraham travaillait également pour la NSA à l'époque. Il était stationné en Crète et affirme avoir entendu une communication similaire. La NSA nous tenait quotidiennement informés des déplacements de Dag Hammarskjöld. On nous avait donné les fréquences utilisées par les stations au sol et l'immatriculation de l'appareil. L'objectif pour la NSA, c'était de savoir si Dag Hammarskjöld se rapprochait de la signature d'un accord de paix. Et aussi de savoir où il allait, qu'est-ce qu'il faisait exactement.
Je passe à l'attaque. Le 18 septembre 61, les communications les plus importantes sont en résumé. Nous avons repéré l'appareil. Oui, nous avons vérifié, c'est bien celui-là. Je l'ai touché. Il va s'écraser. Susan Williams révèle également que les enquêteurs rhodésiens avaient écarté certains témoignages qu'ils ne considéraient pas suffisamment fiables. Or, ceux-ci décrivaient un second appareil approchant le DC-6 à grande vitesse avant d'ouvrir le feu. Dag Hammarskjöld a été assassiné. Un point, c'est tout. Son appareil a été abattu. Susan Williams défend cette stupéfiante théorie dans son livre « Qui a tué Dag Hammarskjöld ?» Le livre ne va pas jusqu'à présenter une conclusion définitive, ce qui était plus sage selon moi. En revanche, il atteint son objectif, qui était de dire tout simplement « Des réponses suffisantes n'ont pas encore été apportées à un grand nombre de questions ». Les révélations de Susan Williams poussent l'ONU à entrer en action. En 2013, une nouvelle enquête est ouverte sous la direction de Sven Hammarberg. L'expert suédois est chargé de présenter un rapport. Ma mission était de passer en revue les éléments pour voir si de nouvelles informations étaient disponibles. Et j'étais aussi chargé d'évaluer l'enquête menée précédemment. Sven Hammarberg appartient à une commission spéciale comprenant des juges expérimentés qui est envoyée sur place pour interroger les témoins du crash. Beaucoup affirment à nouveau avoir vu un second appareil. Le plus important, c'est qu'on trouve encore des témoins directs. Et beaucoup semblent tout à fait crédibles. Pourtant, on les a tout simplement ignorés. Le secrétaire général des Nations Unies a-t-il été assassiné? Sven Hammarberg doit apporter une réponse définitive à cette question troublante. J'ai commencé par étudier les éléments de base de l'enquête. Les arbres, le site du crash, les communications radio, etc. Ok. Maintenant, voyons les altitudes. Il étudie le relief autour de l'aéroport et note la hauteur des collines. Puis il compare avec la carte de navigation utilisée par les pilotes de l'ONU à l'époque. L'enquêteur fait alors une découverte stupéfiante. Il y a une colline ici. Une colline ici. Une colline ici. Et il n'y a rien de marqué ici. Là où se trouve le site du crash. La carte de navigation de Ndola n'indique aucun obstacle à l'ouest de la piste. À l'ouest de l'aéroport, lui-même situé sur un plateau, des collines s'élèvent à plus de 1310 mètres, soit quelques 80 mètres au-dessus de la piste. Or, ce relief n'est pas indiqué sur la carte. Cette colline a pu l'empêcher de voir la piste. L'équipage n'avait peut-être pas connaissance de ces hauteurs à l'ouest, puisqu'elles ne figuraient pas sur la carte. Sven Hammarberg découvre également que l'équipage chargé de transporter le secrétaire général était en service depuis 17 heures sans interruption. Ça fait une longue journée. La fatigue joue ici un rôle important. Le vol avait duré 6h30. Et certains éléments indiquent que les membres d'équipage étaient épuisés avant même que l'avion décolle. Ok. Descente à 6000 pieds. Trafic nul devant. Bien, commandant. Les éléments s'accumulent et Sven Hammarberg pense être sur le point de résoudre un mystère vieux de 50 ans. Une énigme aéronautique qui a suscité de violentes controverses dans le monde entier. Après avoir soigneusement passé en revue tous les éléments de l'enquête, Sven Hammarberg pense enfin pouvoir reconstituer les 3 dernières minutes de vol avant le crash. Et il s'agirait bien d'un accident.
Arrivons au-dessus de Ndola. En descente. Quand on arrive à l'aéroport et qu'on voit les lumières après un vol de 6h30, je crois que c'est très facile pour un pilote de penser « on y est, il n'y a plus qu'à atterrir ». Lorsqu'ils passent au-dessus de l'aéroport, les pilotes descendent en dessous de 5000 pieds, l'altitude minimale de sécurité. 4500. Puis, après le demi-tour, ils perdent de vue les balises de la piste. On se retrouve dans le noir. On perd complètement ses points de repère. Et c'est une situation dangereuse. Je ne vois plus la piste. Les pilotes ne réalisent pas qu'une colline leur bouche la vue, car la carte de navigation ne signale aucun relief à cet endroit. Après avoir perdu le contact visuel avec la piste, les pilotes ont dû essayer de la retrouver, en perdant encore de l'altitude. Lorsque les pilotes prennent conscience du danger, il est trop tard. Préparez-vous! Préparez-vous! Impact! Un équipage fatigué, qui entame la descente trop tôt, au-dessus d'un relief qui n'apparaît pas sur la carte, c'est la combinaison de ces facteurs qui aurait causé l'accident. Je crois qu'on a tous les ingrédients d'un impact avec la surface sans perte de contrôle. Ce problème existe encore aujourd'hui dans l'aviation. Même avec toutes les formations de prévention et le matériel moderne, on voit encore des cas d'impact avec la surface sans perte de contrôle. Afin de régler la question une fois pour toutes, les enquêteurs veulent examiner une dernière pièce du dossier. Les enregistrements effectués par la NSA dans la nuit du crash. Les enquêteurs ont demandé à la NSA de leur communiquer ces documents. Mais la réponse a été que ces documents restaient classés top secret et qu'ils ne seraient pas rendus publics. Compte tenu de ce que je sais sur les enregistrements, les archives audio, les photocopies, etc., dont dispose la NSA au sujet de cet accident, je ne suis pas surpris qu'ils aient refusé de les rendre publics. C'est dans leur nature. Plus de 50 ans ont passé depuis le mystérieux crash de Ndola. Néanmoins, en l'absence des documents de la NSA, un doute subsiste et certains restent déterminés à découvrir la vérité. Pour moi, personnellement, la raison principale qui justifie tous ces efforts, c'est qu'il y a encore des membres de la famille et des collègues proches de Dag Hammarskjöld qui vivent toujours dans le doute. Bien que Dag Hammarskjöld soit mort avant de pouvoir mettre un terme au combat au Katanga, beaucoup pensent que ses efforts ont empêché une dangereuse escalade. Sans l'intervention de Dag Hammarskjöld, le conflit au Congo aurait aisément pu mener à une troisième guerre mondiale. Quelques mois seulement après sa mort, Dag Hammarskjöld devient la première personne à recevoir le prix Nobel de la paix à titre posthume. Dag Hammarskjöld ne doit pas être oublié. Et les autres victimes non plus. Parce que c'étaient des êtres humains prêts à risquer leur vie dans une mission dangereuse pour contribuer à la paix dans le monde.